Bamako a reçu ses premières pluies la semaine dernière, signe annonciateur de l'hivernage. Le gouvernement prend le taureau par les cornes pour éviter des inondations, le curage des caniveaux et collecteurs, la démolition des constructions et servitudes dans le lit du fleuve Niger démarreront incessamment. Ceci est une bonne nouvelle. Notre pays aura bientôt un parc textile intégré. L'une des retombées de la visite des experts allemands à Bamako. Cette unité créera 5 000 emplois pour une production de plus de 30 000 tonnes de fibres. Voilà les titres de votre journal de 20h. Merci pour la confiance renouvelée. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, l'hivernage approche à grands pas. Le gouvernement adopte des mesures urgentes afin de faire face à d'éventuels cas d'inondation. Bientôt, le curage des caniveaux, collecteurs et la démolition des constructions dans le lit du fleuve. Ce sont là quelques informations issues de la réunion du comité de gestion des crises et catastrophes tenue ce matin à la primature. Le reportage de Mamari Kone et de Aliou Touri. 3 points sont abordés lors de cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le curage des caniveaux et collecteurs, la libération des servitudes et lits de Margot dans le district de Bamako et enfin les dispositions prises par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L'inondation nous a heurtés dans les temps passés. Alors si le Premier ministre nous convie très tôt pour qu'on soit dans l'anticipation, c'est une très bonne chose. Lorsque le mal est là, nous gérons effectivement les dangers qui se présentent. C'est pour cela que nos hommes sont déjà préparés. On a fait beaucoup d'exercices préparatoires. Dans leurs interventions, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui des Transports et des Infrastructures ont exposé les dispositions prises en vue de curer les caniveaux et collecteurs à travers la ville de Bamako. Le lancement officiel est d'ailleurs prévu pour le 15 mai prochain. Et pour ce qui concerne le curage des caniveaux, vous avez vu, les dispositions ont été prises pour que tous les caniveaux concernés soient curés à temps, le plus vite que possible. Et pour ce qui concerne également les collecteurs, beaucoup de logements se trouvent dans les servitudes. Les travaux de la Commission nationale de libération des servitudes et lits des Margot du district de Bamako avancent de manière méthodique et participative selon le président de la Commission et non moins directeur général de l'urbanisme. Cela avec le soutien des populations et des autorités locales. Quant aux opérations de recensement et de marquage des occupations situées dans l'emprise de la ligne haute tension pour la voie alternative de contournement du pont de Ououanko, elles sont en cours. C'est ce qui explique les démolitions à venir. Et des sensibilisations ont été faites dans ce sens, raison pour laquelle la communication que vous avez fait de votre mieux. Et il y a eu une réunion entre-temps pour recevoir tous les chefs de quartier, les chefs de village, les religieux, pour qu'on puisse procéder à cette sensibilisation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les membres du comité à accélérer la cadence des travaux à travers des visites de terrain et à intensifier les campagnes d'information à l'endroit des populations. Nous restons à la primature où le Premier ministre s'était entretenu avec des officiers stagiaires du cours supérieur de la gendarmerie. Ces derniers se sont imprégnés du bon fonctionnement de cette institution de la République. Auparavant, le chef du gouvernement avait reçu en audience la ministre congolaise des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Irène Marie-Cécile Mbunku Kimbatsasa a fait au général de division Abdoulaye Maïga le compte-rendu de sa visite au Mali. Nous retrouvons Mamari Kone et Aliou Touri. Présent à Bamako dans le cadre d'un partage d'expérience dans le secteur de la protection sociale et de l'action humanitaire, le ministre congolais des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est venu rendre une visite de courtoisie au Premier ministre chef du gouvernement. Accompagné par son homologue malien, le ministre congolais est venu indiquer au Premier ministre la volonté de son pays de s'inspirer de l'expérience malienne en matière de santé et de développement social. Nous sommes venus pour une mission de partage d'expérience. Nous devons mettre en place les outils de l'économie sociale et solidaire en République du Congo. Et il n'y avait pas un meilleur pays qui a déjà des outils que le Mali. Dans le cadre des échanges sud-sud, il est important pour nous, Africains,
de commencer à travailler ensemble et d'avoir nos outils à nous afin que nous puissions aller vers un vrai développement. Nous avons les mêmes problèmes, que ce soit le Mali ou le Congo, au niveau des populations qui sont dans une situation de vulnérabilité, des populations pauvres, des populations moins pauvres, mais les populations qui attendent des gouvernants, qui attendent de leur pays l'assistance. Également au carnet d'audience du Premier ministre, cette rencontre avec la 27e promotion des officiers stagiaires du cours supérieur de la gendarmerie du Mali. Les 44 officiers, dont 4 Nigériens, 4 Burkinabés, 2 Togolais, 2 Guinéens et 32 Maliens, renforcent actuellement leur capacité à Bamako. Et la visite aux institutions fait partie du programme de formation, d'où la présence de la promotion à la primature. La promotion a essayé d'échanger avec le cabinet de défense de la primature avant de rencontrer le chef du gouvernement. On est plus que ravis d'être reçus par le chef du gouvernement et qui nous a donné vraiment des orientations claires à nous et aux stagiaires pour les permettre vraiment de les outiller davantage, les former, les préparer pour leurs futures fonctions et responsabilités. Cette visite témoigne vraiment de l'importance du partenariat entre la gendarmerie et les différentes institutions de la République, mais aussi elle reflète cet engagement que le gouvernement a pour la formation continue, mais aussi pour la culture de l'excellence pour nos forces de défense et de sécurité. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a prodigué de nombreux conseils aux officiers stagiaires au moment où nos pays, plus précisément ceux de la Confédération de l'AES, sont confrontés à des défis sécuritaires de taille. Pour la Tabaski 2025, le Mali exportera 250 000 têtes de bétail au Sénégal. La bonne nouvelle a été annoncée ce matin au cours d'une séance de travail entre les ministres sénégalais et maliens en charge de l'élevage. Une rencontre élargie aux 2 délégations qui a permis de faire le bilan de la campagne écoulée. Le reportage de Batraouri. Retrouvailles entre le Mali et le Sénégal à travers 2 hommes ayant 2 points en commun, le nom des familles et le poste ministériel. Alpha Ba, ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan du Sénégal, est devant son homologue Youba Ba, ministre de l'élevage et de la pêche du Mali. La rencontre qui se tient à la veille de la fête des Tabaski a beaucoup d'enjeux pour les 2 pays voisins selon Alpha Ba, l'hôte du jour. L'objet de ma visite de travail est de partager avec vous l'ensemble des dispositions prises par le gouvernement du Sénégal pour une bonne préparation de la fête de Tabaski. Comme vous le savez, la Tabaski, au-delà de son caractère religieux et social, constitue un moment fort d'échanges commerciaux entre nos 2 pays. Je dirais entre nos 2 peuples. Lors de la Tabaski 2024, le cumul des importations s'est élevé à 297 488 têtes de moutons, dont 109 920 sujets en provenance du Mali. C'est dire toute l'importance que le Mali joue dans la satisfaction des besoins, des demandes de la République sœur du Sénégal. Cette année, il est prévu d'exporter environ 250 000 têtes vers le Sénégal. Cela passe par l'amélioration des conditions de l'opération, selon le président de l'interprofession bétail-viande du Mali. L'année dernière, nous avons déjà souligné toutes les difficultés que nos marchands rencontrent au niveau du Sénégal, notamment la sécurité, l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en nourriture pour les animaux, et surtout les conditions même d'hébergement des acteurs. D'ores et déjà, je voudrais vous rassurer de l'entière disponibilité de mon département à vous offrir des parts importantes du bétail malien dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant basé sur les 3 principes fondamentaux qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du Mali et le respect des intérêts vitaux du peuple malien. La réussite de l'opération Tabaski au Mali et au Sénégal nous tient particulièrement à cœur. Des dispositions pratiques sont prises pour la réussite de l'opération. Une opération qui devrait s'étendre cette année jusqu'au 22 juin pour permettre aux exportateurs de bétail de bénéficier pleinement de cette campagne, rassure le ministre sénégalais.
D'une bonne nouvelle à une autre, notre pays aura très bientôt un parc textile intégré. C'est dire qu'avec cette bonne nouvelle, la transformation du coton en produit fini sera bien possible au Mali, avec à la clé la création de plus de 5000 emplois pour une production de plus de 30 000 tonnes de fibres. La construction de cette unité industrielle est le fruit de la visite des experts allemands à Bamako. Le mémorandum d'entente a été signé ce matin avec les responsables de la CMDT. Le reportage de Nyanya Alou Traoré et de Sidiki Balo. Le rêve du président directeur général de la CMDT est en passe de devenir une réalité. Mamadou Moustapha Adjara veut voir par exemple tous ses compatriotes porter du coton 100% malien, c'est-à-dire des champs de coton aux armoires. Le produit fini est exclusivement et entièrement réalisé sur une chaîne de production malienne. Et ça sera désormais chose possible et même pour très bientôt, en témoigne cette signature des mémorandums. Avec la facilité des autorités, avec l'engagement de l'ambassadeur du Mali en Allemagne et l'engagement de nos partenaires allemands et l'engagement de l'ensemble des agents de la CMDT qui ont travaillé dur pour arriver à un MOU, à sortir d'une première convention. Et donc au fur et à mesure, dans la mise en œuvre de l'MOU, on va passer à la phase suivante à une deuxième convention et une troisième convention qui, s'il plaît à Dieu, va voir naître ce complexe industriel. Nous avons eu à discuter avec plusieurs acteurs allemands qui voulaient juste d'abord être sûrs qu'il y a un engagement et pour cette raison, j'ai fait parvenir 2 experts. Un expert du cabinet Deloitte qui fait partie des 4 meilleurs cabinets du monde et un expert textile pour qu'ils puissent voir exactement la volonté des Maliens à pouvoir faire booster leur économie et surtout à reprendre leur souveraineté. Donc je crois que cette mission a été vraiment une mission qui, n'est-ce pas, permettrait à d'autres acteurs, n'est-ce pas, de pouvoir s'engager vers votre pays. La création de ce parc industriel textile intégré au Mali, comprenant les étapes de la filature, du tissage, du tricotage, du traitement et de la confection, devrait valoriser le coton et les savoir-faire maliens. Oui, elle devrait générer des emplois durables, positionner notre pays comme un hub textile en Afrique de l'Ouest et aussi préparer la CMDT à une éventuelle cotation en bourse. Toute perspective voulue et soutenue par les autorités de la transition. Dès que nous avons pris fonction, nous nous sommes attelés justement à prospecter le côté économique. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui, avec l'approbation, sinon l'aide du PDG de la CMDT, de l'ensemble de ce personnel, d'aboutir à ce résultat d'aujourd'hui. Il faut absolument apporter justement une aide à la chaîne de valeur au niveau de la société CMDT. Nos analyses ont montré qu'actuellement, nous n'avons que 5% de la valeur ajoutée de la filière textile qu'on garde au Mali. Et qu'avec un projet de complexe textile qui nous amène jusqu'à la phase confection, on peut arriver jusqu'à 75-80% de la valeur ajoutée récupérée sur le territoire. Et pour un cadrage initial de à peu près 30 000 tonnes, il y a une opportunité de création qui peut atteindre jusqu'à 5 000 emplois. Donc ceci nous motive pour dire que l'or blanc du Mali peut vraiment briller pour le Mali. Cette initiative s'inscrit dans les orientations des hautes autorités de l'État, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et les 3 D qui sont prescrits dans l'ADN du Mali Koura pour pouvoir booster le développement économique de notre chère patrie. Notons que la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT joue un rôle stratégique dans le développement de l'industrie cotonnière et textile au Mali. Dans le cadre de ses ambitions, la CMDT souhaite redonner une image plus importante de la transformation du coton en produit fini, qui est un facteur important pour permettre au Mali de mettre sa souveraineté sur le plan économique et international.
Vous le savez, le Conseil des ministres du mercredi dernier a abrogé la loi portant charte des partis politiques. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, l'une de nos équipes de reportage conduite par Seydou Traoré est allée à la rencontre du docteur Jean-Marie Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Il se dit optimiste des réformes et espère beaucoup que cette relecture permettra de redynamiser la fonction des partis politiques. Je vous propose de l'écouter. Cette concertation était un rappel de différentes rencontres, notamment le dialogue national inclusif et la concertation nationale, qui ont revendiqué fortement la relecture, l'opportunité de la relecture de la charte des partis politiques. Donc, elle s'inscrit dans une dynamique de réorganiser, de réarticuler, comme on appelle, notre système démocratique, parce que les partis politiques étant les acteurs clés du jeu démocratique. Donc, nous allons constater que depuis l'avènement de la démocratie au Mali, depuis les années 92, pour être précis, qu'il y a eu ce qu'on appelle une tendance des partis politiques allant vers le contresens de notre système démocratique. Cette relecture doit s'inscrire dans le sens de redynamiser les deux grandes fonctions des partis politiques, qui sont la première fonction des partis politiques dans le sens de la doctrine, c'est les fonctions manifestes des partis politiques. C'est-à-dire les partis politiques doivent former les citoyens dans le cadre de valeurs démocratiques, c'est-à-dire les valeurs démocratiques et les valeurs républicaines. L'autre fonction des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir pour garantir aux citoyens ce qu'on appelle le bien-être. Et le Conseil des ministres a fait un projet d'abrogation de la charte des partis politiques. Voilà. Donc il appartient aux autres organes, notamment le Conseil national de transition, le CNT, de se prononcer là-dessus et voir aussi dans quelle mesure la Cour constitutionnelle va valider, voir si cette opportunité est conforme à notre loi fondamentale qui est la Constitution. Vos impressions par rapport à cette grande décision, tant sur les acteurs politiques que sur le fonctionnement de la vie politique au Mali? Je suis très optimiste. Je pense que depuis Belle Lurette, les citoyens maliens ont revendiqué de voir dans quelle mesure nous pouvons réorganiser notre système partisan, de faire en sorte que nous pouvons intégrer dans la charte des partis politiques des nouvelles dispositions qui peuvent durcir davantage les conditions de création des partis politiques. Parce que quand vous remarquez aujourd'hui l'architecture politique du Mali, on est à plus de 300 partis politiques pour une population de 22 millions. C'est vrai, certains vont dire que la liberté partisane, les libertés individuelles ou les libertés collectives sont garanties par la Constitution, mais je pense que les idéologies de ces différents partis politiques se ressemblent. Généralement vont dire qu'ils sont des idéologies socialistes, idéologies libérales ou centristes. Je pense que ces trois tendances composent notre système partisan. Donc je pense que l'opportunité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les partis politiques puissent jouer leur rôle pleinement dans le sens de la consolidation de notre système démocratique. C'est cette opportunité que le gouvernement actuel a saisie en allant vers l'abrogation de la charte des partis politiques. Dans le souci de mieux répondre aux nouveaux défis et enjeux de la migration, le gouvernement du Mali, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, vient de procéder au lancement du processus de relecture du document de la politique nationale de migration PONAM. Ce document, élaboré par le Mali en 2014, présente aujourd'hui des insuffisances dans la gestion des questions migratoires qui connaissent de nouvelles réalités. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Document de référence pour notre pays sur la question migratoire, la première mouture de la politique nationale de migration PONAM date de 2014. Il a été élaboré par les autorités d'alors, cela dans le souci de définir les actions du gouvernement face aux enjeux de la migration conformément aux pactes internationaux. Plus d'une décennie après, la migration fait face à de nouvelles réalités qui ne sont pas prises en charge dans le présent document. Face à cette problématique, le département en charge des Maliens établis à l'extérieur décide d'adapter la PONAM aux réalités du moment. D'où le lancement du processus de lecture de la PONAM et son plan d'action. La relecture que nous ferons ira au-delà d'une simple actualisation des textes. Elle permettra, entre autres, de faire face aux nouveaux défis migratoires en intégrant les effets croissants des crises sécuritaires, des changements climatiques, des problématiques de santé des migrants, ainsi que des enjeux liés au genre.
En plus de la relecture de la PONAM, il sera aussi question de consolider les acquis de ce premier document qui a placé le Mali parmi les pays champions dans la gestion de la migration. D'où l'intérêt de l'Union européenne et l'OIM, deux partenaires clés de notre pays, à accompagner le Mali dans sa volonté d'ordonner et d'encadrer la migration. Le Mali est un pays champion du fait peut-être de deux éléments. Premièrement, du fait qu'il est partie prenante du pacte mondial sur les migrations, mais surtout, je pense qu'au Mali, nous avons une approche qui est holistique au niveau de gestion de la gouvernance des migrations. C'est un pays de transit, c'est un pays de départ et aussi c'est un pays d'accueil. Face à la réalité complexe de la migration, l'Union européenne est déterminée à apporter sa pierre à l'édifice. La PONAM évoque tous les types de migration et montre qu'il y a des alternatives à la migration irrégulière, mais aussi que, bien gérée, la migration peut être source de prospérité et de développement pour le Mali. Protéger les droits et la dignité des migrants, prévenir et lutter contre la migration irrégulière et les réseaux criminels qui exploitent la détresse humaine et sapent les fondements de nos sociétés, c'est un enjeu partagé. Ce processus ainsi lancé va contribuer de façon efficace au renforcement du cadre institutionnel et politique sur la gouvernance migratoire au Mali, tout en prenant en compte la dimension genre. À présent, ce communiqué, le bureau de l'association culturelle Soniké et l'ensemble des membres de la communauté Soniké ont appris avec une profonde indignation l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée en France. Le bureau de l'association culturelle Soniké appelle les autorités françaises à faire toute la lumière sur cette affaire afin de punir le coupable. À la famille durement attristée, le bureau de l'association présente ses condoléances et aux autorités du Mali qui suivent l'évolution avec une attention particulière. Que le Seigneur accueille l'âme du défunt dans son paradis. Amen. Voyons à présent l'actualité du côté de l'Inde avec les travaux du premier sommet mondial sur l'audiovisuel et le divertissement qui se poursuivent. Au deuxième jour de la rencontre, les ministres en charge de la culture et de la communication et les chefs de délégation se sont retrouvés dans un panel sur la thématique « Dialogue des médias ». Il s'agissait pour eux d'échanger sur les opportunités qu'offre l'évolution technologique pour améliorer les contenus des médias. À l'issue des échanges, une déclaration avec 13 points de recommandation a été adoptée. Elle réaffirme surtout le rôle primordial des médias et du divertissement dans les changements de comportement et de mentalité. Il faut noter que le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, a participé activement à ce panel. Plusieurs activités sont organisées à ce forum mondial sur l'audiovisuel, des panels, des expositions d'équipements de médias et de cinéma, ainsi que des concours de création de contenu. Nos envoyés spéciaux Sidiki Damele et Tayeb Adjaouiakoui ont recueilli les réactions de quelques participants des pays africains sur l'intérêt de ce forum pour notre continent. Suivons. Nous devons tous œuvrer pour un travail d'avenir, surtout pour la jeunesse, pour promouvoir, disons, tous ces aspects qui ont été abordés pendant le sommet, à savoir la promotion de l'industrie cinématographique, l'art et puis la diffusion des informations qui permettent l'homologation, disons, de la culture, de façon à pouvoir promouvoir la société de nos pays. Alors donc, nous avons pris bonne note et surtout que la déclaration que nous avions adoptée, ça nous permettra d'avoir une base pour pouvoir œuvrer ensemble dans la solidarité. Cette déclaration parle de quoi d'une manière générale? La déclaration pose les bases du travail que devraient tous les États qui s'intéressent à cette innovation
travailler ensemble de telle sorte que le développement de l'industrie cinématographique et de l'art puisse contribuer à l'économie orange. Et alors donc, nous croyons que nous allons dépasser l'étape d'une industrie de distraction et pouvoir le transmettre aussi pour que ça puisse être une source de financement, une source de revenus pour nos États. C'est un sommet qui est authentique et qui marque, qui s'inscrit dans un contexte assez évident pour tout le monde. En premier par le cinéma qui sont des géants. Ils produisent beaucoup plus de films, mais aussi ce sommet s'inscrit dans une dynamique où l'innovation aujourd'hui et le digital s'inscrivent dans le quotidien de chacun, que ce soit les réseaux sociaux ou l'innovation technologique qui accompagne le monde qui est en train de changer. Donc, ce sommet s'inscrit dans ce paradigme-là. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique peut en tirer ? Le transfert de compétences, l'expérience. Mais ce premier sommet de l'audiovisuel et du divertissement est une très grande opportunité et une idée qui est utile et importante en cette année 2025 où la technologie évolue énormément et je dis bravo à l'Inde d'avoir pris cette initiative. Et nous arrivons au grand format de la rédaction. Demain, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème mondial est « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ». Il interpelle les professionnels du secteur sur les enjeux liés à cette technologie. Au Mali, l'IA s'intègre progressivement dans le quotidien des journalistes, suscitant des avis divers pour ses usagers. Seydou Traoré et Sambou Diakité sont allés à la rencontre de quelques acteurs spécialisés dans le TIC et les victimes de l'IA, suivant le grand format. Trentaine révolue, Ousmane Traoré, ce jeune journaliste photographe, valorise davantage son métier grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle IA, un outil technologique capable d'imiter certaines fonctions du cerveau humain, ouvre une nouvelle perspective de créativité hors norme. Avec l'IA, on est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus efficace. Et souvent aussi, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour arriver à des résultats. La magie et les exploits de l'IA dans l'univers de la presse sont multiples et variés. Ce sont des atouts diversement appréciés par les professionnels du secteur. L'intelligence artificielle ne fait pas l'enquête. L'intelligence artificielle ne fait pas l'interview à votre place. L'intelligence artificielle ne recoupe pas l'information, alors que la quintessence du journalisme, c'est l'enquête, c'est le recoupement de l'information, c'est la vérification de l'information. L'intelligence artificielle nous aide à mieux écrire un article. Avec la surabondance, l'hyperabondance informationnelle, les gens sont obligés de tout consommer. Et donc, à ce titre, l'IA joue un très très grand rôle. Mais en tant que professionnel des médias, nous disons attention, parce que est-ce qu'on doit tout consommer finalement en tant qu'auditeur, téléspectateur et même tout lecteur? Malgré les commentaires parfois contradictoires, l'intelligence artificielle reste une œuvre humaine pensée pour servir l'humanité. Au Mali, on a tendance à tout négativer. Je pense qu'il y a un aspect positif. L'IA va donner une piste, l'IA va générer des textes pour aider le journaliste. Mais le journaliste doit aller au-delà de ce que l'IA lui donne. Il doit apporter un travail humain. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'IA, quand tu lui poses une question, il va aller sur Internet chercher les informations qui existent déjà. Or, en posant une question à l'IA sur un sujet, un pays donné, l'IA, en se promenant en 30 secondes sur les moteurs de recherche, peut pomper des informations qui ne sont pas forcément actuelles ou qui ne sont pas forcément vraies. Donc, c'est là que le travail humain du journaliste vient pour actualiser. Un scandale a éclaté sur Internet à cause des déclarations du célèbre docteur Aka Félix. Ne vous y trompez pas, cette voix générée n'est pas celle de Khadijatou Kone, présentatrice sur Ortem 1. L'usage de l'IA dans le commerce représente un défi majeur, désormais bien ancré dans le paysage journalistique. J'ai eu assez d'appels
des gens qui ont mordu à la maison, qui me disaient « Ah, nous voulons des renseignements par rapport à ce produit, par rapport à ce jeu et tout. » Donc je me suis dit que quelque part, ils ont eu gain de cause. C'est là l'aspect négatif de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tromper, induire l'opinion en erreur au profit d'un groupe de personnes ou d'une personne ou d'un intérêt. Le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse est informer dans un monde complexe. L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ouvre la voie à une réflexion profonde sur l'utilisation et la gestion responsable de l'IA dans le secteur. AES Actualité, Bamako est depuis hier la capitale des panafricanistes et ce à la faveur de la toute première rentrée panafricaniste. Les invités ont animé hier un panel sur le thème l'AES, un nouvel espoir d'unification des États africains. La cérémonie s'est déroulée au mémorial Modibo Keïta. Youssouf Tchakité, reportage. Cette conférence initiée par Thériaton est une opportunité pour réfléchir sur les grandes questions relatives à la matérialisation de l'unité africaine, la lutte contre le terrorisme, l'harmonisation des actions de développement, les questions relatives à la souveraineté africaine. Nous appuyons nos autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans la fondation de la nouvelle Afrique libre et indépendante. C'est avec le savoir qu'on peut facilement atteindre ces objectifs. Donc il est important que nous autres qui militons pour cette unité africaine, pour l'union fédérale de nos États, que nous ayons un cas d'échange avec les jeunes. Les jeunes qui sont engagés aujourd'hui dans le panafricanisme et qui sont convaincus eux aussi que réellement l'unité et l'union, n'est-ce pas, est l'issue pour nos différentes populations, pour nous débarrasser en tout cas du joug des impérialistes et du néocolonialisme. Cette activité rentre dans le cadre de la matérialisation du programme d'activité de Thériaton. Le Burkina Faso prendra part au mois de juin prochain à la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne. En prélude à cette importante conférence, les experts des questions de développement se concertent pour une participation de qualité. Le point avec Aboubacar Sayon. Une session de réflexion de haut niveau pour proposer des solutions à la crise de financement du développement dans le monde. Le constat en la matière est sans appel. À 5 ans de l'échéance de 2030, les objectifs de développement durable sont gravement en retard sur leur réalisation. La 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue à Séville en fin juin 2025 sera une occasion unique de réformer le système de financement du développement. Ces hauts fonctionnaires du système des Nations Unies, ministres et experts des questions de développement discutent des actions les plus urgentes que la conférence de Séville doit mettre en œuvre pour renforcer le mécanisme de financement du développement. Pour le Burkina Faso, le financement du développement doit tenir compte des priorités, des besoins et des spécificités des pays en situation spéciale. Nous appelons à une réforme inclusive et transparente de l'architecture financière internationale. Il est impératif de revoir les critères d'accès aux marchés financiers internationaux en corrigeant les biais spécifiques des agences de notation qui pénalisent injustement nos pays et renchérissent le coût de l'emprunt pour les pays africains. De plus, les pays du Sahel réclament de leur vœu une nouvelle approche de mobilisation des financements qui dépasse le cadre traditionnel de l'aide publique au développement pour inclure de nouveaux mécanismes innovants, car les besoins d'investissement pour l'atteinte des ODD sont très largement supérieurs au financement disponible. Les propositions de cette rencontre doivent servir de base à la conférence de Séville, dont l'objectif est de mettre en place un modèle de financement du développement plus efficace.
Voyons à présent l'actualité des forces de défense et de sécurité du Niger. Les FDS ont mené des opérations de grande envergure, des opérations qui ont permis de neutraliser des terroristes. Certains ont été interpellés et des matériels de guerre saisis. On en sait davantage avec Jocelyne Amoussou de la télévision nigérienne. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, poursuivie avec détermination. Le lundi 28 avril 2025, en matinée, un groupe de terroristes circulant à moto a fait irruption dans le village de Diblo avec l'intention de voler du bétail. Informées sans délai, les autorités compétentes ont immédiatement ordonné le déploiement d'une unité des forces de défense et de sécurité. À l'approche de nos éléments, les assaillants mis en difficulté ont abandonné leur tentative et pris la fuite. Dans leur repli, ces criminels ont ouvert le feu de manière indiscriminée sur des civils rencontrés sur leur chemin, causant la mort de 5 innocents. Profondément choqués par ce acte barbare, les plus hautes autorités de la nation réaffirment leur engagement total à renforcer les dispositifs sécuritaires pour identifier, traquer et neutraliser les auteurs de ce crime odieux. Par ailleurs, dans le cadre des opérations de sécurisation des axes menant à Makolondi, les forces de défense et de sécurité déployées dans la zone ont découvert et neutralisé avec succès, il y a 2 jours, 3 engins explosifs improvisés à effet dirigé. Cependant, un nouvel incident impliquant un engin explosif improvisé s'est produit dans la même zone le 29 avril. Au cours d'une opération de reconnaissance, une équipe débarquée a été prise pour cible par un engin explosif improvisé à effet dirigé. L'explosion a malheureusement coûté la vie à 3 soldats et blessé 3 autres. Dans le nord du pays, au sein de l'opération Garkwa, le dimanche 27 avril 2025, dans le cadre d'une mission de sécurisation conduite dans la zone de l'ATE, une patrouille de la compagnie départementale de Bilma a intercepté un véhicule de type Toyota Tundra circulant sur une piste secondaire. La fouille effectuée a permis la saisie de 17 sacs d'explosifs contenant chacun 400 baguettes de nitrate de sodium, soit un total de 6800 baguettes de dynamite. Le conducteur ainsi que le véhicule et sa cargaison ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Bilma pour l'ouverture des procédures judiciaires conformément à la réglementation en vigueur. Parallèlement, dans la nuit du 26 au 27 avril 2025, un second incident a été enregistré à proximité du poste militaire de reconnaissance d'Ehidou. Un véhicule de type Hilux, double cabine, ayant refusé d'obtempérer aux injonctions de contrôle d'un piquet de fouille, a tenté de prendre la fuite. Une poursuite immédiate a permis de l'intercepter à environ 3 km du point initial. Profitant de l'obscurité, les occupants ont abandonné le véhicule et se sont évanouis dans la nature. La fouille de l'engin a permis de découvrir des produits prohibés dissimulés dans des bidons de 60 litres, notamment 69 boules de cannabis et 46 paquets de tramadol. Les produits saisis ont été remis aux autorités compétentes pour les suites légales appropriées. Ntekedo Tafala, le nom du village ne vous dit pas certainement grande chose, mais il est réputé être une zone de production agricole et c'est ce village dans le Mandé qui a abrité les festivités de la journée paysanne sous le thème Agir ensemble pour une terre résiliente et durable. La dite journée est organisée par le réseau Agrivision Sahel et ses partenaires dans la ferme école du projet entrepreneuriat agricole des jeunes. Awa Adaman Koulibaly et Djeli Maran Djabate sont nos envoyés spéciaux. Le Chiwara apparaît, sans nul doute, on parle ou touche à la terre. La tradition a été respectée par les habitants de Ntegedo Tafara. En plus de la danse, une calebasse d'arachide, 10 colas et du lait frais ont accueilli l'équipe de Agrivision Sahel pour la célébration de la terre nourricière, une terre en souffrance. Elle souffre des effets du changement climatique, de l'érosion
de la pollution, de la surexploitation des ressources naturelles. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares de terres agricoles qui se dégradent. Ce sont des forêts qui reculent, ce sont des écosystèmes qui s'effondrent et ce sont surtout des communautés rurales, des femmes, des jeunes, des agriculteurs qui perdent leur dignité, leur avenir et parfois même leur vie. Plus qu'une alerte, la journée de la Terre est un appel à l'action, à la solidarité et à l'innovation. À environ 7 km de Bamako, les collines poussent des feuilles. Il y a certaines techniques ou technologies naturelles qu'il faut respecter, c'est-à-dire que c'est des pierres, c'est sur les pierres il faut transporter la terre pour y exploiter et y cultiver. Nous sommes sur un site bâti sur 2 hectares. Nous pratiquons l'agroécologie, c'est l'agriculture hors sol et l'agro-silvo-pastoral. C'est cette volonté que l'Union européenne accompagne depuis des années avec conviction. Ceci se traduit par des initiatives concrètes dans la restauration des terres dégradées et des écosystèmes, la promotion de l'agriculture intelligente face au climat, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le développement d'infrastructures vertes et résilientes et bien sûr l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes à travers des projets durables. Après les témoignages et gratitudes, un tour des stands a fait découvrir aux centaines d'invités les métiers verts. Une visite qui a sûrement inspiré plus d'un. Les autorités de la transition saluent et encouragent certains travailleurs au niveau de l'administration, des agents qui se sont distingués par le travail bien fait avec courage, dévouement et abnégation. À Koulikoro, certains ont été décorés. Le reportage de Adama Traoré. On a coutume de dire que la reconnaissance est la mémoire du cœur. À travers cette affirmation, les hommes rompus à la tâche dans la région de Koulikoro viennent de recevoir chacun une distinction de la part du sommet de l'État. Il s'agit de la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Les récipiendaires au nombre de 3 se nomment Chaka Kanté, préfet du cercle de Banamba, Fé Kesson Diara, ancien maire de la communauté de Benkadi Banamba, et de Woura Keita, chef de village de Balamassala Kankaba. Un moment de pur bonheur pour les récipiendaires. Il me plaît, en tout cas, d'adresser aux plus hautes autorités de la République, en tout cas, nos remerciements. Remerciements qui vont dans le sens, en tout cas, d'un engagement aussi de notre part pour leur dire que nous accueillons avec fierté, avec enthousiasme, en tout cas cette distinction, médaille d'honneur de l'administration du territoire. Ces personnes distinguées réitèrent leur engagement à œuvrer davantage pour le travail bien fait. Toute chose qui nous oblige désormais, en tout cas, à garder le cap, à faire en sorte, en tout cas, que la confiance à nous placée ne soit pas écorchée. La cérémonie a été marquée par le discours du gouverneur, un discours qui exhorte les récipiendaires à plus d'abnégation au travail. Tenue à Tombouctou de la conférence internationale sur le dialogue des civilisations du désert. À travers cette activité, Tombouctou et sa sœur Gadam, ville libyenne, se donnent la main pour revivifier leur riche patrimoine commun. Ce cadre de réflexion se fixe comme objectif de s'inspirer des relations historiques qui ont existé entre les deux villes et de surcroît les pays sahélo-sahéliens. Elle a mobilisé des chercheurs universitaires de plusieurs nationalités à Tombouctou. Le reportage de Najim Baba Sissé et de Hassan Aïdara. Promouvoir la recherche scientifique autour des manuscrits anciens grâce à un partenariat gagnant-gagnant avec d'autres structures similaires, notamment le Centre de recherche d'études et de documentation du patrimoine de Gadamès, une ville de la Libye. C'est l'objectif recherché par cette conférence internationale intitulée « Dialogue des civilisations du désert », organisé par l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba, sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les relations historiques entre la ville de Gadamès et celle de Tombouctou constituent un exemple éloquent de la richesse des échanges culturels et économiques à travers le Sahara. Ces deux cités, bien que situées dans des contextes géographiques distincts, ont servi de point entre les mondes maghrébins et subsahariens. Elles ont partagé un destin commun
marquée par des échanges intellectuels, commerciaux et spirituels. Des contributions en présentiel et à distance par des chercheurs et experts en ligne ont rehaussé l'éclat de cette conférence avec des recommandations fortes pour mieux préserver le patrimoine manuscrit. Exploiter les contenus de ces manuscrits pour relever les défis intellectuels et sociaux contemporains, redynamiser la coopération entre l'Institut Ahmed Baba des hautes études et des recherches islamiques de Tombouctou et les centres de Gadames, afin d'assurer la préservation, la documentation et la diffusion de ces patrimoines. Les travaux ont permis aux chercheurs, experts, universitaires et partenaires venus de plusieurs nationalités de faire l'état du lieu de la recherche. Vraiment, cette conférence a été un grand succès pour nous. Je remercie la ville de Tombouctou, le gouvernorat, l'Institut Ahmed Baba pour l'accueil chaleureux. Pour nous, ces deux villes symbolisent tout ce que l'UNESCO cherche, c'est-à-dire des villes qui sont capables de faire vivre ensemble une diversité culturelle, une diversité linguistique, une diversité sociale, et tout cela à mettre ça en harmonie et faire en sorte que les gens soient fiers de leur origine, mais aussi ouverts au monde. Cette conférence sur le dialogue des civilisations du désert cadre parfaitement avec la politique nationale de valorisation du patrimoine scientifique, culturel et historique du Sahel en général et du Mali en particulier, avec la consécration de l'année 2025 comme année de la culture par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Un poème sur Tombouctou, la perle du désert. La remise d'attestations et des cadeaux à des personnalités, suivie d'une fatiha, ont mis fin à cette conférence internationale. À suivre ce soir dans nos programmes, la rubrique Démêler le vrai du faux, une rubrique qui vous permet d'avoir des vraies informations sur l'actualité des FAMA. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 10e numéro de votre émission mensuelle dédiée au fact-checking. Dans la foulée des fausses informations relayées sur les frappes injustifiées d'un drone des FAMA par l'armée algérienne, certains acteurs mal intentionnés continuent de s'aimer la confusion. Une nouvelle rumeur affirme qu'un drone de type TB2 aurait été abattu à l'est du camp militaire de Gao. Cette information affirmant que le drone de type TB2 de l'armée malienne qui aurait été abattu à l'est du camp militaire de Gao est bel et bien du fake. Une ancienne photo circule actuellement sur les réseaux sociaux, prétendant montrer une tentative d'assassinat contre le général de division El Hadj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. C'est du fake. En réalité, il s'agit d'un événement survenu en 2012 au Niger où un individu avait tenté d'attenter à la vie du général. Le général El Hadj Gamou se porte bien et à merveille et continue d'assumer pleinement ses fonctions. Restez vigilants et ne partagez pas sans vérifier. Voilà, Démêler le vrai du faux, votre émission qui vous informe sur l'actualité réelle des FAMA, à qui nous avons une pensée spéciale. Fin de cette édition. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.